Que feriez-vous si le ventre de votre mère, alité depuis des années, se mettait soudain à gonfler comme si elle était enceinte de 7 mois? C'est face à cet événement terrifiant arrivé à sa mère, paralysée de 62 ans, qu'un fils a fini par installer une caméra cachée. Et en découvrant les images choquantes filmées par la caméra, il s'est effondré, tremblant de tout son corps. La vérité qui se dévoilait sous ses yeux était bien plus cruelle que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Si vous souhaitez connaître tous les détails de cette histoire stupéfiante, je vous invite à affronter avec moi cette terrible vérité. Dans un village paisible de Normandie, tout le monde ne parlait plus que de l'histoire de Martine Dubois, 62 ans. Depuis plusieurs années, elle était clouée au lit. Autrefois, c'était une femme tenace et pleine de vie, qui tenait un étal sur le marché local, mais un AVC soudain l'avait privée de l'usage de ses 2 jambes. Pour chaque geste du quotidien, elle dépendait entièrement de ses enfants. On la voyait souvent assise sur le seuil de sa porte, le regard vide, fixant l'horizon comme si elle portait en elle toute la tristesse d'une vie. Son fils, Julien Lefebvre, la quarantaine, était le pilier de la famille. Il aimait profondément sa mère et veillait à ce qu'elle prenne ses médicaments chaque jour, ayant même engagé une aide-soignante pour qu'elle puisse passer une vieillesse confortable. Il avait une femme, Sophie, de 7 ans sa cadette. En apparence, Sophie était l'épouse idéale, douce, excellente maîtresse de maison, parlant d'une voix posée. Tous les proches et les voisins enviaient Julien d'avoir trouvé une perle rare. Cependant, Julien percevait parfois quelque chose d'étrange dans le regard et les gestes fugaces de sa femme. C'était comme s'il y avait un mur profond, difficile à percer, comme si elle dissimulait quelque chose. Tout a commencé par un après-midi, étouffant au début de l'été. En rentrant du travail, Julien a découvert que le ventre de sa mère avait étrangement gonflé, au point de ressembler à celui d'une femme enceinte de 7 mois. Il s'est figé au milieu de la cour. Sur le corps décharné et frêle de sa mère, ce ventre tendu comme un tambour lui a donné la chair de poule. « Maman, pourquoi ton ventre est-il si gonflé ?» demanda Julien d'une voix tremblante, fixant le ventre de sa mère. Martine grimaça de douleur, le souffle court. « Je ne sais pas, mon fils. Je ne mange presque rien ces derniers temps, mais mon ventre ne cesse de gonfler, et j'ai du mal à respirer. » Le visage de Julien devint blême. Il appela en urgence un médecin de ses connaissances, mais celui-ci était en déplacement pour plusieurs jours. Les voisins commencèrent à affluer, chuchotant entre eux. Certains supposaient une cirrhose, d'autres un kyste, et quelqu'un a même émis l'hypothèse d'un mauvais sort. Julien ignorait toutes ces paroles. Il voulait seulement savoir ce qui arrivait à sa mère. Ce qui était étrange, c'était l'attitude anormalement calme de sa femme, Sophie. Au lieu de s'inquiéter et de s'agiter, elle affichait un léger sourire énigmatique et se contentait d'observer. Elle déclara qu'elle allait à la cuisine préparer une tisane fortifiante pour sa belle-mère. En la regardant s'éloigner, Julien sentit un funeste pressentiment monter en lui. Cette nuit-là, Julien resta assis dans sa chambre, perdu dans ses pensées. Il se souvint avoir vu à plusieurs reprises, les jours où il rentrait tard, des médicaments posés sur la table de chevet de sa mère. Chaque fois qu'il interrogeait sa femme, Sophie répondait qu'il s'agissait d'une préparation à base de plantes envoyées par une amie, censée redonner des forces à sa mère, ou d'un remède de grand-mère. Il avait une confiance aveugle en elle et ne s'était jamais méfié. Mais avec le ventre de sa mère étrangement gonflé, une myriade de doutes tourbillonnaient dans son esprit, l'empêchant de rester passif. Julien décida qu'il devait faire quelque chose pour découvrir la vérité. Il ne pouvait plus se fier aux simples explications de sa femme. L'inquiétude pour sa mère était comme un feu qui lui dévorait le cœur. Après plusieurs nuits de réflexion, il acheta discrètement une petite caméra et l'installa dans un coin de la chambre de Martine, à l'insu de tous. La caméra était orientée vers le lit et la petite table, où étaient posés les médicaments et la nourriture. Après avoir installé la caméra, Julien n'en parla à personne, pas même à son père, Jean-Pierre Lefebvre, qui, bien que sexagénaire, était encore vaillant. Jean-Pierre adorait sa femme, mais sa confiance excessive en sa belle-fille l'amenait parfois à négliger certains détails. Les jours suivants, Julien garda une attitude normale, mais à l'intérieur, il bouillonnait. Il attendait avec anxiété de voir ce que la caméra allait enregistrer, espérant de toutes ses forces s'être montré trop paranoïaque. Mais lorsqu'il visionna le premier enregistrement, le cœur de Julien sombra dans les abîmes. Sous la faible lueur de la lampe de chevet, Sophie entra dans la chambre.
Dans ses mains, elle tenait un flacon contenant un liquide brunâtre et un petit sachet en plastique rempli d'une poudre blanche sans étiquette. Elle ouvrit silencieusement le flacon et mélangea la poudre au liquide. Son regard était d'une froideur insondable. Puis, elle aida Martine à s'asseoir et, sans se soucier de sa belle-mère qui toussait et pleurait de douleur, elle lui fit ingérer la préparation cuillère après cuillère, avec insistance. « Maman, il faut boire ça pour reprendre des forces. Si vous ne le buvez pas, vous ne pourrez pas guérir. » La voix de Sophie était douce comme le miel, mais son regard était aussi acéré qu'une lame de couteau. Martine tremblait et tentait de résister, mais, trop faible, elle fut contrainte d'avaler l'étrange mixture. Après s'être assurée que sa belle-mère avait tout bu, Sophie se leva, rangea précipitamment le flacon et le sachet de poudre dans une armoire qu'elle ferma à clé, puis quitta la pièce. Devant l'écran, Julien serra si fort les poings que ses jointures en devinrent blanches. Il n'en croyait pas ses yeux. La femme qu'il aimait tant, avec qui il pensait passer le reste de sa vie, infligeait un traitement aussi cruel à sa belle-mère, qu'il avait pourtant accueilli avec bienveillance. Cette nuit-là, Julien ne ferma pratiquement pas l'œil. Dans sa tête, la scène de sa femme ajoutant secrètement un médicament et le faisant ingérer de force à sa mère se répétait en boucle. Durant toutes leurs années de vie commune, il n'aurait jamais imaginé que Sophie puisse nourrir un plan aussi monstrueux. La question qui le tourmentait le plus était « Pourquoi ? Pourquoi faisait-elle cela à sa propre mère, une femme innocente, malade et affaiblie ?» Il tenta d'envisager d'autres possibilités. Peut-être que Sophie croyait vraiment que ce remède était bénéfique. Peut-être s'était-elle fait duper par quelqu'un, mais plus il y pensait, plus l'attitude sereine de sa femme face au ventre gonflé de sa mère et son sourire énigmatique lui revenaient en mémoire, lui donnant des frissons. Le funeste pressentiment devenait de plus en plus clair, l'étouffant. Et si sa femme faisait délibérément du mal à sa mère pour obtenir quelque chose? Julien vérifia discrètement d'autres enregistrements, et la vérité devint encore plus évidente. Presque chaque nuit, Sophie entrait dans la chambre et répétait le même rituel. Elle mélangeait l'étrange poudre à une bouillie et la faisait avaler de force à sa mère. Parfois, elle murmurait des paroles inintelligibles. « Si vous continuez à prendre ça, tout sera bientôt terminé. » En entendant ces mots, des sueurs froides parcoururent le corps de Julien. Sa vue se brouilla, son cœur semblait se déchirer. Il comprit qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Derrière les apparences paisibles, un terrible secret se révélait peu à peu au sein de cette maison. Julien, un fils aimant, devait affronter une vérité cruelle. Sa femme n'était pas la personne innocente qu'il croyait. Le lendemain matin, Julien, les yeux injectés de sang après une nuit blanche, resta assis pendant des heures dans son bureau, hébété. Les scènes des enregistrements se répétaient dans son esprit, comme des centaines de lames, lui transperçant le cœur. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la main de sa femme, portant cuillère après cuillère la bouillie empoisonnée à la bouche de sa mère, d'une voix douce mais implacable. Julien savait qu'il ne devait pas agir de manière impulsive. S'il confrontait Sophie maintenant, elle pourrait nier ou, pire, détruire toutes les preuves. Mais plus il attendait, plus la santé de sa mère était en danger. Ce ventre anormalement gonflé était comme un avertissement de la cruauté invisible qui s'abattait sur sa mère chaque jour. Ce midi-là, prétextant aller chercher des médicaments, Julien se rendit chez son ami d'enfance, le docteur Antoine Bernard, médecin du village. Il avait téléchargé plusieurs vidéos sur son téléphone. Après les avoir visionnées, le visage du docteur Bernard se durcit et il fronça les sourcils. Rien qu'à le voir, ce produit a l'air dangereux. Il n'y a pas d'étiquette, son origine est inconnue. Cette poudre blanche est particulièrement suspecte. Prise sur une longue période, elle peut gravement endommager le foie et les reins et provoquer un phénomène d'acide où le corps se remplit d'eau, faisant gonfler le ventre comme celui d'une femme enceinte. En entendant cela, Julien se mit à trembler et s'agrippa au coin du bureau. Sa voix était presque un sanglot. C'est vrai? Alors, ma femme faisait délibérément du mal à ma mère? Le docteur Bernard soupira. Je ne peux pas affirmer ses motivations, mais ce qu'elle fait est extrêmement dangereux. Il faut amener ta mère à l'hôpital au plus vite pour des analyses de sang et un examen de la fonction rénale. Plus important encore, il faut trouver un moyen de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Julien remercia le docteur Bernard et quitta le cabinet, le cœur lourd.
Il ressentait à la fois la peur, la colère et une douleur suffocante. Il ne comprenait pas pourquoi Sophie avait commis un acte aussi impitoyable. Si c'était un malentendu, pourquoi ne pas avoir consulté un médecin? Si c'était un bon remède, pourquoi le donner en cachette la nuit? Le soir, Julien rentra chez lui et tenta d'agir comme si de rien n'était. Sophie l'accueillit chaleureusement, son regard ne trahissant aucune émotion. Elle lui demanda même avec une mine inquiète comment il allait, mais Julien eut la chair de poule, comme s'il faisait face à une parfaite inconnue. Au dîner, Martine, toujours aussi faible, mangea péniblement quelques morceaux de légumes cuits et dit d'une voix frêle : « Mon fils, je suis si fatigué. Mon ventre est si tendu que je n'arrive plus à respirer. » Julien se tourna vers sa femme et demanda, comme pour la sonder : « Chérie, est-ce que tu ajoutes quelque chose de spécial dans la soupe de maman ?» Sophie marqua une courte pause, puis répondit avec un grand sourire : « Ah, j'y mets une préparation à base de plantes médicinales. On dit que ça aide à se rétablir plus vite. Ne t'en fais pas. » C'était une réponse légère, mais elle déchira le cœur de Julien. Il ravala sa colère et ne laissa rien paraître. Cette nuit-là, après s'être assuré que tout le monde dormait, Julien alluma discrètement son ordinateur et continua de visionner les enregistrements. Son cœur se serra de douleur. Dans une nouvelle vidéo, Sophie murmurait en donnant le remède à sa mère : « Il faut que maman s'affaiblisse de plus en plus pour que tout ce patrimoine soit bientôt à moi. » Julien se figea sur place. Ses oreilles bourdonnaient, la sueur coulait à flots. Tout était clair maintenant. Ce n'était pas un accident. Sa femme mettait en œuvre un plan méticuleux pour affaiblir sa mère et s'emparer plus facilement des biens familiaux. Il s'effondra sur son bureau et pleura. D'un côté, sa mère qui lui avait donné la vie souffrait le martyre. De l'autre, la femme avec qui il avait juré de passer sa vie cachait des intentions monstrueuses. Julien se sentait perdu dans les ténèbres, ne sachant plus quelle direction prendre. Le lendemain matin, il prétexta emmener sa mère pour un bilan de santé complet. Sophie n'était pas très enthousiaste, mais ne pouvait s'y opposer. Les résultats des examens à l'hôpital furent un choc pour Julien. Les fonctions hépatiques et rénales de Martine étaient gravement détériorées et plusieurs substances non identifiées furent détectées dans son estomac. Le médecin suspectait une consommation prolongée de médicaments d'origine inconnue. Assis dans le couloir de l'hôpital, Julien se prit la tête entre les mains. Son cœur était en miettes. Il savait qu'il était temps de tout révéler, mais comment affronter Sophie? S'il révélait la vérité, sa famille volerait en éclats. S'il gardait le silence, sa mère risquait de mourir. Ce soir-là, Julien rentra à la maison, le visage sombre. En entrant discrètement dans le salon, il entendit Sophie chuchoter au téléphone avec quelqu'un. Sa voix était basse, mais Julien parvint à saisir quelques mots. « Ne t'inquiète pas, cette vieille ne tiendra plus très longtemps. » Le sang de Julien se glaça. Il retint son souffle et se retira dans un coin sombre pour écouter. Peu après, Sophie raccrocha et afficha une expression sereine, comme si de rien n'était. Julien fit semblant de passer par là et se montra. Sophie fut surprise, mais retrouva vite son calme et sourit. « Tu es rentré ? Je viens d'appeler une connaissance pour me renseigner sur d'autres remèdes pour maman. » Julien la regarda droit dans les yeux, retenant de force la colère qui bouillonnait en lui. Il savait que cette comédie devait cesser. Cette nuit-là, il copia discrètement toutes les vidéos de la caméra sur une clé USB, qu'il enferma dans un tiroir. Il décida de ne pas se précipiter pour la dénoncer, mais de chercher plus de preuves et de creuser plus profondément les véritables motivations de Sophie. Il devait savoir qui était derrière elle, s'il y avait d'autres complots encore non révélés. Une flamme de rage brûlait en Julien. Mais il comprenait que ce n'était que le début. Ce qui allait suivre pourrait être bien plus sombre et plus dur. La maison autrefois paisible semblait maintenant remplie d'ombres fantomatiques. Chaque pas, chaque regard, chaque sourire de Sophie étouffait Julien. Il savait que la vérité ne s'arrêterait pas là, et que lui, le fils dévoué, devait commencer le combat le plus difficile de sa vie pour protéger sa mère de celle qui était son épouse. Le lendemain, Julien passa sa journée de travail dans un état second. Des milliers de pensées tourbillonnaient dans sa tête comme un vortex noir, anéantissant toute sa sérénité. L'image de sa femme, mélangeant la poudre blanche à la bouillie et murmurant des paroles venimeuses, le hantait à chaque instant. Le mélange de douleur et de colère l'étouffait. À l'heure du déjeuner,
En passant chez lui, il vit Sophie se diriger à nouveau vers la chambre de Martine avec un bol de bouillie fumante. Le cœur de Julien se mit à battre la chamade. Il fit semblant de cueillir des légumes dans le potager, mais son regard ne quittait pas la fenêtre de la chambre de sa mère. À travers les fins rideaux, il vit vaguement sa femme se pencher et parler à voix basse. « Allez, maman, mangez. Il faut finir ce bol pour guérir. » Et de nouveau, sa main ferma se posa sur l'épaule de sa mère, la forçant à avaler cuillère après cuillère. Julien vit distinctement Martine tenter de refuser, mais elle était trop faible pour résister. À cette vue, le sang lui monta à la tête et il faillit se précipiter à l'intérieur, mais la raison le retint. Ce n'était pas encore le moment. S'il faisait un esclandre maintenant, Sophie pourrait détruire toutes les preuves et il ne pourrait pas protéger sa mère complètement. Le soir venu, Julien revisionna la vidéo de la journée. Tout était exactement comme il l'avait vu. Sophie ajoutait avec précaution la poudre blanche à la bouillie et la faisait ingérer de force à sa mère. Puis, debout, elle murmura « Si seulement vous pouviez vous en aller un peu plus vite, je serais plus tranquille. » Ces mots sonnèrent comme une condamnation à mort. Julien serra les dents jusqu'à s'en faire saigner les lèvres. Il réalisa que ce n'était plus un soupçon, mais une vérité évidente, une vérité bien trop cruelle. Elle ne faisait pas qu'anéantir la confiance, elle plaçait Julien devant un choix terrible entre son amour pour sa femme et son devoir de fils. Il se souvint des premiers jours de son amour pour Sophie. Elle était alors douce, attentionnée, et savait toujours comment plaire à ses parents. Martine avait même dit un jour que Sophie était une bénédiction pour leur famille. Et maintenant, cette même belle-mère était devenue la victime des machinations diaboliques de la belle-fille, en qui elle avait autrefois eu une confiance totale. Cette pensée le faisait vaciller. Une idée lui traversa l'esprit. Il devait absolument trouver l'origine de ce produit. Julien attendit secrètement jusqu'au milieu de la nuit, lorsque toute la famille fut endormie, et se dirigea vers l'armoire où Sophie cachait les flacons. L'armoire était solidement fermée à clé, mais il l'ouvrit avec précaution à l'aide d'un double. Au fond, derrière des vêtements bien pliés, se trouvait une petite boîte en bois. À l'intérieur, il y avait le flacon de liquide brunâtre et plusieurs sachets en plastique contenant la poudre blanche sans étiquette. Son cœur se serra, ses mains tremblaient. Il prit un sachet, le photographia et remit tout en place pour que personne ne s'en aperçoive. Le lendemain, de bonne heure, Julien apporta la photo et le petit sachet de poudre qu'il avait subtilisé au docteur Bernard. En voyant cela, le médecin fronça les sourcils. Ce n'est absolument pas un fortifiant. Il faudra une analyse des composants pour en être sûr, mais rien que l'emballage indique qu'il s'agit certainement d'un produit illégal et nocif. En entendant cela, Julien sentit son cœur s'effondrer. Les yeux injectés de sang, il serra la voix. « Docteur, gardez ça secret, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un peu plus de temps. Je ne peux pas agir sans être sûr, elle nierait tout. » Le docteur Bernard lui tapota l'épaule. « Mais ne tarde pas trop. Ta mère ne tiendra pas longtemps. » Julien hocha la tête, le cœur en feu. Ce soir-là, le dîner de famille fut lourd de silence. Le père de Julien, Jean-Pierre, qui ne savait toujours rien, mangeait en retirant de temps en temps les arêtes d'un morceau de poisson pour sa femme. Martine essayait de manger, mais semblait à bout de force. Assis là, Julien ravalait sa tempête intérieure et avalait avec peine son repas amer. Sophie, quant à elle, continuait de converser gaiement, allant jusqu'à demander à son mari « Comment ça va au travail en ce moment? Est-ce que je peux t'aider en quoi que ce soit ?» Julien ne ressentit que du dégoût. Il regarda discrètement sa mère. Dans ses yeux, il y avait de la résignation et de l'impuissance. C'était comme si elle savait quelque chose, mais n'osait pas le dire. Cette nuit-là, Julien vérifia de nouveau la caméra. Cette fois, en plus de la scène où Sophie préparait le remède, on entendait clairement les sanglots de Martine. « Ma petite, je t'en supplie, arrête. Ta mère n'en peut plus. » Mais Sophie ne montra aucune pitié. Elle baissa la voix et lança d'un ton sec. « Si vous voulez être tranquille, buvez. Qui vous a dit de me mépriser comme ça à l'époque? Maintenant, vous allez voir ce que ça fait d'être ignoré. » Julien se mit à trembler de tout son corps et serra les poings. Ce n'était pas seulement une question d'héritage. Le cœur de Sophie était rempli de rancœur et de ressentiments accumulés durant ces années de belle-fille.
On dit que la rancune d'une femme peut faire geler l'enfer, et Julien comprenait maintenant douloureusement le sens de cette phrase. Mais de simples conflits passés pouvaient-ils rendre Sophie assez cruelle pour empoisonner sa belle-mère jour après jour? Le lendemain matin, Julien décida de la sonder. Assis avec sa femme sur la terrasse, il fit semblant d'être inquiet. « J'ai l'impression que maman est très affaiblie ces derniers temps. Et si on l'emmenait chez de la famille à la campagne pour que quelqu'un d'autre s'en occupe ?» Sophie tressaillit un instant, son regard devint méfiant, mais elle retrouva vite une expression sereine. « Ce n'est pas la peine, c'est moi qui m'en occupe le mieux. Et puis, maman s'est habituée à moi. » Cette réponse ne fit que confirmer les intuitions de Julien. Cet après-midi-là, Julien emmena sa mère se promener dans la cour. Une fois seule, Martine lui prit doucement la main et lui dit d'une voix tremblante : « Julien, j'ai peur. Sophie me fait boire des choses étranges ces derniers temps. Je suis si mal et mon ventre ne fait que gonfler. Mais je n'ose pas en parler à ton père, de peur de créer des histoires dans la famille. » En entendant ces mots, les larmes jaillirent des yeux de Julien. Il serra fort la main décharnée de sa mère et lui dit, la gorge nouée : « Maman, ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai personne vous faire du mal. » Martine se mordit les lèvres et une petite lueur d'espoir brilla dans ses yeux voilés. Cette nuit-là, Julien resta seul dans sa chambre, réfléchissant à la prochaine étape. Il savait qu'il ne pouvait plus laisser cette situation perdurer. Il fallait une action concrète pour protéger sa mère et démasquer sa femme. Mais s'il agissait trop vite, toute la maison serait plongée dans le chaos, son père serait sous le choc et la sécurité de sa mère ne serait pas garantie. Une idée audacieuse lui vint à l'esprit. Il fallait lui tendre un piège. Il fallait la prendre sur le fait, de manière irréfutable, pour que Sophie révèle son vrai visage. C'est alors seulement qu'il aurait l'occasion de révéler la vérité au monde entier. Julien serra le poing. Ses yeux brûlaient d'un éclat rouge dans l'obscurité. Il savait que ce combat ne faisait que commencer, et qu'il n'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas protégé sa mère, même s'il devait affronter la plus douloureuse des vérités. Depuis cette nuit-là, Julien sut qu'il ne pouvait plus reculer. Les vidéos, les gémissements de sa mère, le regard glacial de Sophie, tout cela était comme des lames suspendues au-dessus de sa tête. S'il n'agissait pas, il ne savait pas ce qui pourrait arriver à sa mère et il le regretterait toute sa vie. Mais s'il agissait de manière imprudente, toutes les preuves s'évanouiraient comme de la fumée et la vérité serait enterrée à jamais. Dans la pénombre de sa chambre, Julien resta assis pendant des heures, hébété, la tête entre les mains. Finalement, il décida de tendre un piège pour que Sophie révèle elle-même son vrai visage devant tout le monde. Ainsi, elle n'aurait aucune excuse, aucune chance de riposter. Le lendemain matin, Julien fit comme si de rien n'était. Il partit au travail comme d'habitude, mangea avec sa famille et se montra serein avec Sophie. Mais dans son esprit, un plan méticuleux se mettait en place. Il acheta une autre microcaméra et l'installa dans un angle mort du salon, sur le chemin que Sophie empruntait pour apporter la nourriture à sa mère. Il voulait enregistrer non seulement le moment où elle ajoutait le produit, mais aussi tout le processus de préparation, pour ne lui laisser aucune échappatoire. Dans l'après-midi, il murmura discrètement à son père : « Papa, maman est très faible en ce moment. Cette nuit, dormez avec elle, s'il vous plaît. Nous dormirons à part. Comme ça, si quelque chose arrive pendant la nuit, vous serez là pour l'aider immédiatement. » Jean-Pierre Lefebvre hocha la tête sans se méfier. Pour lui, sa belle-fille Sophie était toujours cette femme gentille et bonne maîtresse de maison. Il ne se doutait absolument pas que derrière ce sourire se cachait une tempête qui allait engloutir toute la famille. La nuit venue, Julien, assis dans sa chambre, sentit son cœur battre à tout rompre, comme un soldat avant la bataille. Il alluma son ordinateur et attendit que la caméra enregistre. Vers 23 heures, Sophie se glissa dans la cuisine, ouvrit un placard et en sortit le sachet de poudre blanche et le flacon brunâtre. D'un regard méfiant, elle jeta un coup d'œil autour d'elle, puis mélangea discrètement la poudre à une bouillie. Ses lèvres bougèrent, et elle murmura à voix basse : « Plus que quelques jours. » Devant l'écran, Julien tremblait de rage, mais se retint de force. Ce n'était pas encore assez. Il devait être le témoin direct de tout, pour présenter une preuve irréfutable. Le lendemain matin, Julien prétexta être très occupé par le travail et demanda à sa femme de s'occuper des remèdes de sa mère. En réalité, il avait caché une microcaméra dans la poche de sa veste, en mode enregistrement audio et vidéo.
Il se posta dans un angle mort derrière la terrasse et regarda à travers l'entrebâillement de la porte. Comme prévu, Sophie arriva avec un bol de bouillie, y ajouta le produit, puis entra dans la chambre de Martine. Sa voix était douce comme le miel. « Maman, il faut tout manger. Ce remède est très bon. Vous irez mieux rapidement. » Martine tremblait, les yeux remplis de peur. « Ma petite, ne me donne plus ça. Ta mère est trop mal. » Mais Sophie, d'un geste ferme, lui maintint la tête et lui enfourna de force la bouillie dans la bouche. C'est à ce moment-là que Julien entra dans la pièce et dit d'une voix dure comme l'acier. « Ça suffit, Sophie. » Surprise, Sophie laissa tomber le bol de bouillie qui se brisa en 1000 morceaux sur le sol. Elle se retourna brusquement, le visage blême, et dit « Mais, de quoi tu parles ?» Julien jeta la clé USB et le caméscope sur la table et gronda « Tout est enregistré. Tu vas encore nier ?» Martine toussait violemment, des larmes coulant sur ses joues. Elle essaya de saisir le bras de son fils et dit d'une voix tremblante « Julien, ne fais pas d'histoire. » Mais Julien ne pouvait plus se contenir. « Maman, je ne peux plus supporter de vous voir subir ça. » Sophie s'effondra sur une chaise, son visage changea de couleur. Mais après un instant, elle retrouva son calme et lança un regard de défi. « Et alors, qu'est-ce que tu vas faire avec tes preuves? Tu vas dénoncer ta propre femme? Tu ne penses pas à la honte pour la famille? Les gens vont se moquer de toi. » Julien serra les poings et dit d'une voix qui semblait venir du plus profond de son être. « Je préfère être la risée du monde entier que de voir ma mère mourir lentement sous mes yeux. » L'air dans la pièce devint tendu comme une corde d'arc. Martine sanglotait, et Sophie, les lèvres pincées, gardait le silence avec un regard calculateur. Julien savait que s'il s'arrêtait là, Sophie pourrait encore retourner la situation, inventer toutes sortes d'excuses et s'en sortir. Il avait besoin d'un coup de grâce. Quelques jours plus tard, Julien fit venir discrètement le docteur Bernard à la maison. Devant toute la famille, le médecin présenta les résultats de l'analyse de la poudre blanche. C'était un diurétique à haute dose, une substance qui, prise sur le long terme, provoquait des œdèmes, une insuffisance hépatique et rénale et une accumulation d'eau dans l'abdomen. Lâcheté. Jean-Pierre Lefebvre se figea sur place, le visage livide. « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Sophie chancela, ses yeux cherchant frénétiquement une issue. Julien la regarda droit dans les yeux et demanda d'une voix glaciale. « Tu as encore quelque chose à dire ?» Sophie trembla quelques secondes, puis se prit soudain le visage entre les mains et éclata en sanglots. « Je voulais juste lui faire peur. Je ne pensais pas que ça irait si loin, mais Julien ne la crut pas. Il savait que cette excuse n'était qu'une façade et que derrière se cachait un complot bien plus profond. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, Julien s'assit seul devant son ordinateur et revisionna toutes les vidéos. Dans l'une d'elles, il entendit Sophie parler au téléphone avec quelqu'un, mentionnant le nom de Pascal. Elle lui parlait d'une voix qui témoignait d'une grande confiance. Julien fut stupéfait. Pascal. Qui était Pascal? Pourquoi Sophie devait-elle lui faire des rapports? Se pourrait-il que quelqu'un d'autre tire les ficelles derrière sa femme? Le doute s'enflamma comme une nouvelle flamme. Julien réalisa que sa quête de la vérité n'était pas encore terminée. Tout était bien plus complexe et plus sombre qu'il ne l'avait vu. Et pour protéger sa mère, il devait aller jusqu'au bout. Cette nuit-là, Julien resta assis, hébété devant l'écran, revisionnant cette vidéo en boucle. La voix de Sophie était aussi nette qu'une lame de rasoir. « Ne t'inquiète pas, Pascal. Je peux tout gérer. Cette vieille ne tiendra plus très longtemps de toute façon. » L'esprit de Julien se vida. Le nom de Pascal le frappa comme un coup de foudre. Dans ses souvenirs, Pascal n'était pas un inconnu. C'était Pascal Moreau, son cousin du côté maternel. Il était venu plusieurs fois à la maison pour emprunter de l'argent. Pascal était connu pour son addiction aux jeux et ses dettes. La famille de Julien lui avait interdit de remettre les pieds chez eux, mais il n'aurait jamais imaginé qu'il puisse être au centre de ce sombre complot. Julien se souvint que ces derniers mois, Sophie avait souvent prétexté aller faire des courses loin ou rendre visite à sa famille pour s'absenter. Une fois, il avait vu par hasard le nom Pascal s'afficher sur le téléphone de sa femme, mais quand il l'avait interrogée, elle avait simplement dit que c'était un ami commerçant. Tout devenait clair maintenant. Elle était de mèche avec Pascal depuis longtemps. Une colère insoutenable monta, en lui,
et l'étouffa. Cela signifiait que Sophie n'agissait pas seule, mais qu'elle avait un allié en coulisses. Que ce complot visant le patrimoine familial n'était pas l'acte impulsif d'une belle fille mécontente, mais un plan méticuleusement préparé. Le lendemain matin, Julien, muni de la clé USB contenant les vidéos, se rendit discrètement chez le docteur Bernard. Après avoir tout entendu, le médecin fronça les sourcils. Si Pascal Moreau est impliqué, c'est dangereux. C'est un homme connu pour ses dettes de jeu. Il est fort possible qu'il ait manipulé Sophie pour l'inciter à commettre l'irréparable afin de rembourser ses créanciers. Julien serra les dents et dit d'une voix pleine de haine. Alors, il faut d'autant plus le démasquer. Le docteur Bernard regarda Julien droit dans les yeux et dit à voix basse. Mais sois prudent. Affronter ce genre d'individus n'est pas simple. Ils sont prêts à tout. Julien hocha la tête avec une détermination farouche. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais il ne pouvait plus reculer. Cet après-midi-là, Julien décida de sonder Sophie. Alors qu'ils étaient seuls, il fit semblant de soupirer et dit « J'ai l'impression que tu sors beaucoup ces derniers temps. Si tu as des problèmes, parle-en. Ne garde pas tout pour toi. » Sophie marqua une pause, son regard devint anxieux, mais elle se reprit vite et sourit. « Je suis juste allé chez mes parents acheter des plantes médicinales. Ne te fais pas de fausses idées. » En la regardant, Julien sentit son estomac se nouer. Il avait envie de tout lui crier, mais se retint de force. S'il agissait de manière impulsive, toutes ses preuves pourraient être réduites à néant. Il devait prendre Sophie et Pascal sur le fait pour ne leur laisser aucune échappatoire. Cette nuit-là, Julien mentit en disant qu'il partait en déplacement professionnel et suivit secrètement sa femme. Avec l'aide du docteur Bernard, il se procura une vieille moto et enfonça un casque pour ne pas être reconnu. Vers 20 heures, Sophie, bien habillée, dit à Jean-Pierre qu'elle allait faire quelques courses au marché. Julien la suivit immédiatement. Après avoir emprunté plusieurs ruelles sinueuses, elle s'arrêta finalement dans un café discret en périphérie de la ville. Sous la faible lumière jaune, Julien vit distinctement un homme qui l'attendait. C'était Pascal. Le cœur de Julien se mit à battre la chamade. Il se cacha derrière un buisson et ne quitta pas le couple des yeux. Sophie s'assit, le visage tendu, et Pascal, avec un rictus, lui glissa un sachet dans la main. Sophie l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient les mêmes sachets de poudre blanche que ceux qu'il y avait dans son armoire. Fais comme d'habitude. Dès que cette vieille peau sera hors jeu, je m'occuperai du reste, dit Pascal d'une voix rauque et froide. Sophie jeta un coup d'œil autour d'elle, hocha la tête et murmura « Mais Julien commence à se douter de quelque chose. J'ai peur qu'il découvre tout. » Le visage de Pascal se durcit. « Ne t'inquiète pas. Quel mari soupçonnerait une femme aussi douée que toi pour le manipuler? Dépêche-toi de finir le travail, et la maison sera à moi. Après ça, on pourra vivre sans souci, tous les deux. » En entendant tout cela, Julien serra si fort les poings qu'il s'en fit saigner. Il avait envie de se jeter sur eux, mais la raison le retint. Pas encore, il fallait enregistrer cette scène. Il sortit discrètement son téléphone, activa le mode enregistrement et tenta de capter toute la conversation. Environ 30 minutes plus tard, Sophie et Pascal quittèrent le café. Julien les suivit, le cœur brûlant de haine. Il n'y avait plus aucun doute. Sa femme, par cupidité, s'était alliée à une ordure pour faire du mal à sa propre mère. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Julien resta assis, immobile, au chevet de sa mère. Martine respirait avec difficulté, dormant d'un sommeil léger. En voyant son corps décharné et son ventre anormalement gonflé, les larmes coulèrent des yeux de Julien. Il lui serra fort la main et se jura intérieurement. « Maman, je ne les laisserai plus jamais vous faire du mal. Je vous le jure. » Les jours suivants, Julien continua de rassembler discrètement des preuves. Il cacha un micro dans le sac de Sophie pour enregistrer d'autres conversations avec Pascal. Chaque fois qu'il réécoutait les enregistrements, son cœur se déchirait de douleur. Une fois, il entendit Sophie dire froidement au téléphone « Chaque jour que cette vieille vie est un jour de fatigue en plus pour moi. J'aimerais que ça se termine vite pour être enfin débarrassé. » Ces mots étaient comme un poignard qui se plantait profondément dans le cœur de Julien. Pendant ce temps, la santé de Martine se détériorait de jour en jour. Elle se sentait souvent fatiguée, avait du mal à respirer, et son ventre continuait de gonfler. Inquiet, Julien l'emmena à l'hôpital pour des examens approfondis.
Le médecin recommanda une hospitalisation pour une surveillance continue, mais Martine refusa, craignant que cela ne coûte cher et ne soit un fardeau pour ses enfants. Julien, impuissant, la serra dans ses bras et pleura. Il savait que la laisser à la maison mettait sa vie en danger, mais l'hospitaliser signifiait que Sophie pourrait s'approcher d'elle et continuer ses manigances. Il se sentait dans une impasse. Désespéré, Julien se rendit de nouveau chez le docteur Bernard. Il posa sur la table toutes les vidéos, les enregistrements audio, les sachets de poudre et le témoignage de sa mère. Le docteur Bernard resta silencieux un long moment, puis dit « Il faut porter plainte. Ce n'est plus une affaire de famille, c'est un crime. » Julien resta silencieux. Son cœur était en miettes. Dénoncer sa femme signifiait la ruine de sa famille. Son père serait sous le choc, l'honneur de la famille serait sali. Mais s'il ne le faisait pas, sa mère risquait de mourir à tout moment. Cette nuit-là, Julien resta assis sur la terrasse, regardant la lune voilée, perdu dans ses pensées. Le chant des criquets semblait accentuer sa solitude. Finalement, il serra le poing et murmura « Maman est la plus importante. Je ne peux pas la laisser mourir injustement. » Cette décision était ferme, mais aussi douloureuse qu'une lame de couteau. Julien comprit qu'à partir de cet instant, le combat n'était plus seulement entre lui et Sophie, mais contre le complot plus vaste orchestré par Pascal en coulisses. Et il devait être prêt à tout. Cette nuit-là, après avoir couché sa mère, Julien resta seul dans l'obscurité, la tête entre les mains. Son cœur battait à tout rompre. Il avait suffisamment de preuves pour démasquer Sophie et Pascal, mais ce pas en avant signifiait la ruine de toute sa famille. Son père, Jean-Pierre, qui avait vécu toute sa vie pour l'honneur de la famille, s'effondrait certainement en apprenant que sa belle-fille avait tenté de nuire à sa belle-mère pour l'héritage. Mais s'il gardait le silence, Martine devrait subir chaque jour la torture de la bouillie empoisonnée jusqu'à son dernier souffle. Julien se sentait déchiré. Sa responsabilité d'époux le retenait, mais son devoir de fils le poussait à se lever. À cet instant, il comprit que l'amour conjugal pouvait parfois n'être qu'une illusion, mais que l'amour maternel était un lien de sang qui ne pouvait jamais être rompu. Le lendemain matin, Julien décida de jouer une carte risquée. Au lieu de se contenter d'enregistrer en cachette, il décida cette fois de tendre un piège plus grand pour que Sophie avoue elle-même ses crimes devant plusieurs personnes. Il contacta le docteur Bernard et demanda l'aide d'un gendarme de sa connaissance. Le gendarme accepta de fournir un soutien discret si Julien créait une situation où Sophie et Pascal se dévoileraient. Julien discuta avec le docteur Bernard. « Je vais faire semblant de partir en déplacement pour plusieurs jours pour que Sophie croie que personne ne la surveille. Elle sera certainement plus audacieuse. Docteur, veuillez la surveiller discrètement. Quand tout sera clair, nous interviendrons sur le fait. » Le docteur Bernard, inquiet, dit « Mais est-ce que ta mère pourra tenir ? Réfléchis bien. » Julien serra les dents et dit « La gorge nouée. Maman a assez souffert. C'est la seule chance de tout révéler. Si on attend plus longtemps, toute la famille pourrait tout perdre. » Cet après-midi-là, Julien annonça à toute la famille qu'il devait partir en déplacement en Provence pour quelques jours. En entendant cela, un étrange éclat passa sur le visage de Sophie, mais elle le dissimula vite derrière un sourire inquiet. « Fais attention à toi en déplacement. Je m'occuperai bien de maman à la maison. » Ces mots déchirèrent le cœur de Julien. Il regarda sa mère. Martine tressaillit légèrement, les larmes aux yeux. Elle semblait pressentir quelque chose, mais ne dit rien. Cette nuit-là, Julien fit semblant de quitter la maison, mais se cacha en réalité dans la remise au fond du jardin. De là, il pouvait surveiller la caméra en temps réel sur son téléphone. Toute la nuit, il attendit, le cœur battant à tout rompre dans une attente insoutenable. Vers 22 heures, Sophie ouvrit discrètement le placard, sortit le sachet de poudre blanche, le mélangea à une bouillie et l'apporta dans la chambre de Martine. Cette fois, la caméra enregistra chacun de ses gestes avec une clarté parfaite. Mais ce qui glaça le sang de Julien, c'est que le regard de sa femme n'exprimait plus aucune hésitation, seulement un calcul froid. « Maman, buvez ça. De toute façon, vous n'en avez plus pour longtemps, alors » dit Sophie d'une voix sifflante. Martine pleurait et repoussait le bol d'une main tremblante, mais Sophie se rapprocha d'elle et le lui versa presque de force dans la bouche. En voyant cela, Julien ne put plus se contenir. Il sortit en courant de la remise, se précipita dans la chambre de sa mère, lui arracha le bol des mains et le jeta par terre. « Ça suffit.
Arrête de jouer la comédie, Sophie, cria Julien, explosante. Sophie se figea, le visage livide, mais après un instant, elle retrouva son calme et cria « Tu es fou? Comment peux-tu soupçonner ta propre femme ?» Julien sortit son téléphone et lui mit la dernière vidéo sous le nez. « Tout est filmé. Tu peux encore nier ?» Sophie chancela, les lèvres tremblantes, mais une lueur d'audace brilla dans ses yeux. « Tu crois avoir gagné avec une vidéo? Si tu révèles ça, tout le village te méprisera. Qui supportera cette honte ?» Julien serra les poings et dit à voix basse « Je préfère subir la honte que de voir ma mère mourir sous mes yeux. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. Jean-Pierre et le docteur Bernard entrèrent, accompagnés du gendarme que Julien avait contacté. Tous furent témoins de la scène. Le bol de bouillie brisé, Martine respirant avec peine, Julien protégeant sa mère, et Sophie, le visage décomposé. Le gendarme dit d'une voix basse « Madame Sophie Lefebvre, nous vous demandons de nous accompagner pour éclaircir l'origine de ces produits. » Sophie, blême, se mit à trembler, puis cria soudain « Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait de mal. C'est Pascal qui m'a tout fait faire. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Julien était abasourdi, et Jean-Pierre s'effondra sur une chaise comme foudroyé. « Pascal, » gronda Julien, « tu avoues donc avoir comploté avec lui. » Sophie éclata en sanglots. Sa voix était étranglée, mais toujours pleine de venin. « Je n'avais pas le choix. Pascal m'avait promis de partager le patrimoine plus tard, s'il l'aidait. Je voulais juste sortir de cette vie où j'étais constamment méprisé. » En entendant cela, Martine se mit à sangloter. Tremblante, elle prit la main de Julien et murmura « Mon fils, c'était donc vrai. » Le gendarme prit note des dépositions et saisit le sachet de produits et la vidéo comme preuve. Mais Julien savait que tout n'était pas terminé. Les aveux de Sophie n'étaient qu'un début. Derrière, il y avait Pascal, celui qui avait tout orchestré. S'il n'était pas démasqué, le danger persisterait. Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, Julien s'assit au chevet de sa mère. Son cœur était lourd comme une pierre. Martine dit d'une voix faible « Mon fils, ne laisse pas notre famille être détruite à cause de moi. Je veux juste que vous viviez en paix. » Julien serra sa mère dans ses bras et dit, la gorge nouée, « Non, maman, je vous protégerai jusqu'au bout. La vérité doit éclater. » Dans ses yeux, seule une flamme de détermination brûlait désormais. Pascal, ce nom devait payer, et Julien savait que le combat à venir serait bien plus féroce. La nuit où la véritable nature de Sophie fut révélée, la maison de Julien fut enveloppée d'un lourd brouillard. Son père, Jean-Pierre, passait ses journées assis en silence sur une chaise en bois sur la terrasse, fixant d'un regard vide la cour déserte. Martine était toujours aussi faible, se tenant parfois le ventre et respirant avec difficulté. Chaque fois que Julien voyait son corps décharné trembler, son cœur se brisait. Sophie, arrêtée par les gendarmes, était interrogée, mais Julien savait que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable coupable, celui qui avait tout planifié en coulisses, était Pascal, et tant qu'il ne serait pas démasqué, tout ne faisait que commencer. Assis à son bureau, Julien étala toutes les preuves, les vidéos, les enregistrements audio, les résultats de l'analyse du produit. Il fixa longuement la petite clé USB. Dans sa tête, la voix ricanante de Pascal dans le café résonnait. « Dès que cette vieille peau sera hors jeu, la maison sera à moi. » Une flamme monta dans la poitrine de Julien. Non seulement il avait tenté de nuire à sa mère, mais il avait considéré toute sa famille comme une proie pour rembourser ses sales dettes. Julien se rendit chez le docteur Bernard. Assis dans un café à l'entrée du village, Julien dit « Je veux rencontrer Pascal en personne. Il faut que je le fasse tout avouer. » Le docteur Bernard fronça les sourcils. « C'est trop dangereux, Julien. S'il sait que tu as des preuves, il n'hésitera pas à s'en prendre à toi. Ce genre d'homme ne recule devant rien. » Julien serra les poings. « Je ne peux pas rester les bras croisés. Sophie a déjà donné son nom. Si on le laisse en liberté, qui sait ce qu'il pourrait faire d'autre ?» Le docteur Bernard soupira et hocha la tête. « D'accord, mais sois prudent. J'ai contacté la gendarmerie. Ils mettront en place une surveillance discrète. » Le plan fut établi. Julien appellerait Pascal et ferait semblant de vouloir négocier pour étouffer l'affaire discrètement. Si Pascal acceptait de le rencontrer, la gendarmerie déploierait des agents civils. Cette nuit-là,
Julien composa le numéro d'une main tremblante. Après quelques sonneries, la voix arrogante de Pascal se fit entendre. « C'est qui ?»« C'est moi, Julien. » La voix de Julien était rauque. « J'ai tout découvert. Mais je ne veux pas que l'affaire prenne de l'ampleur. Rencontrons-nous pour régler ça. » Après quelques secondes de silence, Pascal ricana. « Tu as fini par découvrir. D'accord. Demain soir, au café du bord de la rivière. Mais viens seul. Sinon, tu en assumeras les conséquences. » Julien raccrocha, les mains moites. Il savait que ce rendez-vous était comme entrer dans la gueule du loup, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain, sans rien dire à ses parents, Julien se rendit seul au lieu de rendez-vous. Le café du bord de la rivière était vide et le vent du soir était glacial. Pascal était déjà là, assis, une mine patibulaire, une cigarette rougeoyante à la main. « Assieds-toi, » dit-il d'une voix rauque. « Je ne te pensais pas aussi courageux. » Julien tira une chaise et s'assit. Son regard était perçant. « Pascal, je ne te le demanderai qu'une fois. Pourquoi as-tu fait ça ?» Pascal exhala un nuage de fumée et ricana. « Pourquoi ? Pour l'argent. Bien sûr. Je suis endetté jusqu'au cou. Ma propre mère est clouée au lit. Et vous avez cette grande maison. La partager. C'est gagnant-gagnant, non ?» Julien serra les poings mais se retint. « Tu as même entraîné Sophie là-dedans, tu as fait d'elle une criminelle. Sais-tu à quel point ma mère a souffert ?» Pascal éclata de rire. « Et alors si elle a souffert ? Dans ce monde, les faibles se font écraser. Tu crois que tu me fais peur ? Si tu es si malin, va porter plainte. Mais ta femme est impliquée, tu pourras supporter cette honte ?» Julien le regarda droit dans les yeux et articula chaque mot. « Je me fiche de mon honneur. Je veux juste que ma mère vive. » Pascal tressaillit un instant, puis esquissa un rictus. « Tu as du cran, petit. Mais à trop en avoir, on peut mourir jeune. » Au moment le plus tendu, deux ombres entrèrent par la porte du café. C'étaient le docteur Bernard et le gendarme. Le visage de Pascal devint livide et il recula. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Julien se leva d'un bond et éleva la voix. « Tout ce que tu viens de dire a été enregistré. Tu n'as plus aucune excuse. » Le gendarme s'approcha et dit d'une voix ferme. « Pascal Moreau, vous allez devoir nous accompagner à la gendarmerie. » Pascal se débattit et tenta de s'enfuir, mais fut immédiatement maîtrisé. Il hurla. « Julien Lefebvre, tu m'as eu, tu le regretteras. » En voyant cette scène, Julien se sentit à la fois tremblant et peiné. Son propre cousin, un membre de sa famille, révélait le visage d'un traître qui n'hésitait pas à nuire aux siens pour de l'argent. Sur le chemin du retour, Julien regarda en silence les eaux sombres de la rivière. Une tristesse indicible monta en lui. Les liens du sang, eux aussi, pouvaient être bradés lorsque l'argent aveuglait la conscience. En rentrant chez lui, il vit sa mère, les yeux toujours clos, respirant avec difficulté. Il lui serra fort la main et murmura « Maman, celui qui était derrière tout ça a été arrêté. Tout est presque fini maintenant, tenez bon. » Martine ouvrit légèrement ses yeux fatigués et une larme coula. Elle hocha faiblement la tête, mais ses lèvres tremblantes ne purent prononcer un mot. Cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Il resta assis sur la terrasse, le cœur lourd. Il savait que le voyage n'était pas encore terminé. Sophie était toujours en cours d'interrogatoire, et Pascal venait juste d'être arrêté. Il allait devoir affronter la vérité crue, supporter le regard des proches et des voisins, et assumer la douleur de son vieux père et la faiblesse de sa mère malade. Mais au moins, il avait fait un pas décisif pour révéler le crime. Et dans le cœur de Julien, une flamme de détermination farouche brûlait. Il se battrait jusqu'au bout pour que sa mère puisse vivre en paix, pour que sa famille ne soit plus plongée dans les ténèbres du mensonge. Le jour où Pascal fut arrêté, tout le village fut en émoi, comme une ruche qu'on aurait secouée. Dans les ruelles, les cafés, au bord de la rivière, les gens chuchotaient. Pascal Moreau, ce type, a comploté avec la femme de son neveu pour nuire à Madame Dubois. Mon Dieu, comment une belle fille peut-elle être aussi cruelle? La morale est à faux tous les camps. Julien marchait au milieu de ces murmures, le cœur lourd. Il se fichait de ce que les gens pensaient, mais il s'inquiétait pour son père. Jean-Pierre était devenu une ombre de lui-même depuis ce jour. Il ne parlait plus, se contentant de fixer la cour d'un regard vide.
Ses cheveux blancs tombaient en désordre, ses épaules frêles tremblaient. L'honneur qu'il avait défendu toute sa vie était maintenant sali par ses plus proches. Pendant ce temps, l'état de Martine s'était aggravé suite au choc. Chaque fois qu'elle avait du mal à respirer, que son ventre se tendait, Julien avait le cœur serré, craignant qu'elle ne le quitte. Il fit venir le médecin à la maison pour lui administrer des perfusions et des médicaments afin qu'elle tienne le coup. Mais chaque fois qu'elle voyait Julien, ses yeux se remplissaient de larmes. Elle était tourmentée par la douleur d'avoir été trahie par une personne qu'elle considérait comme sa propre fille. Sophie était en garde à vue et interrogée. Au début, elle niait farouchement, mais face aux preuves irréfutables, les vidéos, les enregistrements, les aveux de Pascal, elle finit par éclater en sanglots et avoua une partie des faits. Mais au lieu de remords, ces déclarations glacèrent le sang de Julien. « Je n'avais pas le choix », dit Sophie d'une voix pleine de ressentiment dans la salle d'interrogatoire. « Depuis mon premier jour dans cette maison, je n'ai jamais été respectée. Ma belle-mère se mêlait de tout, de chaque bouchée que je prenais, de chaque mot que je disais. J'ai supporté ça pendant des années, mais Julien n'a jamais eu Dieu que pour sa mère. Pascal m'a dit que si je l'aidais, il me donnerait ma part plus tard, que je n'aurais plus à vivre en étant méprisé. Je voulais juste m'échapper de cette vie étouffante. » Dehors, en entendant le rapport de sa déposition, Julien sentit sa poitrine exploser. Il trembla et murmura « S'échapper. En tuant ma mère pour s'échapper ?» Il se souvint des premières années de leur vie commune. Le visage de Sophie, souriant radieusement en préparant une soupe pour sa mère, ses gestes attentionnés pour la coucher. Il avait cru que c'était sincère. Mais maintenant, il réalisait que ce n'était qu'une façade cachant une haine secrète. Cette nuit-là, Julien rentra chez lui et s'assit au chevet de sa mère. D'une voix faible, Martine lui prit la main et murmura « Mon fils, je n'en veux pas à Sophie. Je sais combien la vie de belle-fille peut être difficile. Je n'aurais juste jamais imaginé qu'elle choisirait une méthode aussi cruelle. » Julien serra fort la main de sa mère, la gorge nouée. « Maman, je vais tout révéler. Quoi qu'il arrive, je ne vous laisserai pas mourir injustement. » Mais ces mots ne firent qu'alourdir son cœur. Il savait que même si Sophie était punie, cette blessure ne guérirait jamais dans le cœur de sa mère. Les jours suivants, la gendarmerie convoqua régulièrement Julien pour sa déposition. Il raconta tout en détail, le moment où le ventre de sa mère avait commencé à gonfler. L'installation de la caméra, la découverte de Sophie lui donnant secrètement des médicaments étranges, sa rencontre secrète avec Pascal. Chaque mot de sa déposition était comme du sel sur une plaie vive. Il devait, de ses propres mains, dénoncer les crimes de la femme avec qui il avait juré de passer sa vie. Une fois, en rentrant de la gendarmerie, Julien croisa quelques connaissances. Ils le regardèrent avec un mélange de pitié et de curiosité. Une voisine claqua la langue et dit « Pauvre Madame Dubois, qui aurait cru que sa belle-fille serait aussi méchante ?» Julien baissa la tête et pressa le pas. Il ne voulait pas entendre, mais ces mots bourdonnaient à ses oreilles. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Dans l'obscurité, il entendait la toux de son père, les gémissements de sa mère, et dans sa tête, la voix glaciale de Sophie résonnait. Cette vieille ne tiendra plus très longtemps de toute façon. Un après-midi, un gendarme vint lui annoncer que Pascal avait tout avoué. Il avait déclaré avoir incité Sophie, lui promettant de partager l'argent et les biens en cas de succès. Il avait besoin de rembourser des dettes de jeu et avait profité du mécontentement de Sophie envers sa belle-mère. En apprenant la nouvelle, Julien poussa un soupir de soulagement, mais sentit en même temps sa poitrine se serrer. La vérité était établie, mais elle n'apportait pas la paix. Sa famille était déjà en ruine, sa mère était gravement malade, son père était abattu, et lui-même était comme un homme sortant d'un champ de bataille, couvert de blessures invisibles. Un soir, Julien s'assit en face de son père. Jean-Pierre regarda au loin et dit à voix basse « Julien, bientôt, tout le village sera au courant. Il sera difficile pour notre famille de relever la tête. Mais j'espère que tu tiendras bon. Ne te laisse pas consumer par la haine. » Julien se mordit les lèvres et hocha la tête, mais la flamme de la colère brûlait toujours en lui. Il ne pouvait pas pardonner Sophie, et encore moins Pascal. Ils avaient transformé son foyer en enfer et fait de sa mère une victime pitoyable. Un jour, en rangeant la vieille armoire de sa femme, Julien découvrit par hasard, au fond d'un tiroir, un petit carnet.
En plus de quelques lignes de compte, il y avait des notes griffonnées avec des chiffres étranges et plusieurs reconnaissances de dettes au nom de Pascal. D'une main tremblante, Julien tourna les pages une à une. Sophie avait donné de l'argent à Pascal à plusieurs reprises, de l'argent qu'elle avait pris discrètement dans les fonds communs de la famille. Le montant total s'élevait à des dizaines de milliers d'euros. Il s'effondra sur place, la tête lui tournant. Non seulement Sophie convoitait le patrimoine, mais elle détournait secrètement de l'argent pour aider Pascal. Le cœur lourd, il remit le carnet aux enquêteurs. L'enquêteur hocha la tête. Cela constituera une preuve supplémentaire de leur longue complicité. En sortant de la gendarmerie, Julien se sentit à la fois soulagé et déchiré. Il savait qu'avec autant de preuves, Sophie et Pascal ne pourraient pas échapper à la justice, mais il savait aussi que le jugement de la loi ne pourrait ni guérir les blessures du cœur de sa mère, ni ramener les jours paisibles de sa famille perdue. Cette nuit-là, Julien s'assit au chevet de sa mère. Dehors, une pluie fine tombait. Il prit la main décharnée de sa mère et dit à voix basse : « Maman, tout est presque fini. Justice sera faite. » Martine ouvrit les yeux et regarda son fils. Une larme coula sur sa tempe. « Mon fils, j'espère que tu ne haïras pas trop. La haine ne fait que nous faire souffrir davantage. » Julien eut la gorge nouée. Il savait que sa mère avait raison, mais le ressentiment dans son cœur restait comme une braise difficile à éteindre. Dehors, la pluie s'intensifiait. Au milieu du bruit de la pluie, Julien se jura silencieusement que, quoi qu'il arrive, il protégerait sa mère jusqu'au bout. Et il pressentait que la tempête à venir n'était pas encore terminée, que cette affaire allait révéler bien d'autres recoins sombres et de vérités déchirantes qu'il n'aurait jamais imaginées. Le jour du premier procès, tout le village était en effervescence. Les gens affluèrent au tribunal, non seulement par curiosité, mais pour voir l'issue de cette histoire qui avait été le sujet de conversations choquantes des derniers mois. Une belle-fille tentant d'empoisonner sa belle-mère paralysée pour l'héritage, avec la complicité du cousin de son mari. Julien accompagna sa mère au tribunal. Martine était toujours aussi faible, son visage hagard et son ventre gonflé faisaient peine à voir. À ses côtés, Jean-Pierre portait le poids de la honte, chaque pas semblant lourd. Le cœur à la fois déterminé et douloureux, Julien serra fort la main de sa mère. Dans le box des accusés, Sophie, menottée, était pâle mais son regard était toujours arrogant. Elle balaya la salle du regard, et son regard s'arrêta sur Julien. À cet instant, Julien ne vit dans ses yeux aucune trace de remords, seulement de la haine. Pascal fut également amené. Il avait l'air patibulaire, mais était visiblement désemparé. Il gardait la tête basse, n'osant pas la relever. Un coup de marteau retentit. Le procès commença. Le procureur lut l'acte d'accusation, détaillant les actes de Sophie qui avait à plusieurs reprises ajouté des substances nocives dans la nourriture de Martine pour l'affaiblir, et le rôle de Pascal comme instigateur, ayant fourni les produits et promis un partage du patrimoine. Un murmure parcourut la salle. Chaque accusation était comme un coup de marteau sur le cœur de Julien. Lors des interrogatoires, l'avocat de Sophie tenta de plaider qu'elle avait été menacée et manipulée par Pascal. Mais lorsque la vidéo fut projetée, un silence de mort s'abattit sur le tribunal. L'image de Sophie, ajoutant secrètement la poudre blanche à la bouillie et la faisant ingérer de force à Martine, accompagnée de ses murmures glaçants, se dévoila clairement aux yeux de tous. « Il faut que maman s'affaiblisse de plus en plus pour que je sois tranquille. » La voix de Sophie dans la vidéo était glaciale. Martine se prit le visage entre les mains et éclata en sanglots. Dans la salle, des soupirs et des claquements de langue se firent entendre. Julien, assis, serrait les poings. Son cœur était un écheveau de sentiments contradictoires. Il avait aimé sa femme, lui avait fait une confiance absolue. Et maintenant, il devait, de ses propres mains, affronter cette vérité crue devant tant de gens. Appelée à la barre, Sophie éclata en sanglots. Sa voix était étranglée, mais pleine de venin. « J'ai eu tort, mais c'est parce que j'étais trop malheureuse. Depuis que je suis entrée dans cette maison, comme belle-fille, j'ai toujours été surveillée pendant des années. Je voulais juste trouver ma place, m'échapper de cette situation où j'étais méprisée. Et Julien n'a jamais eu Dieu que pour sa mère. Je détestais cette vieille femme. » Ces aveux furent comme un poignard dans le cœur de Julien et de sa mère. Martine se mit à trembler et perdit connaissance sur sa chaise. Le procès fut suspendu un instant, et elle fut transportée à l'extérieur. Julien,
en larmes, se précipita pour la soutenir. Il n'aurait jamais imaginé que la femme avec qui il avait surmonté tant d'épreuves puisse prononcer des paroles aussi venimeuses devant tant de gens. Après la reprise du procès, ce fut au tour de Pascal d'être interrogé. La tête basse, il balbutia. « C'est moi qui ai persuadé Sophie. Je lui ai promis de partager le patrimoine, et je lui ai dit de faire ce que je disais. J'avais besoin d'argent. Des usuriers menaçaient de me tuer. » Le tribunal murmura de nouveau. Un homme de la même famille, poussant sa belle-sœur à nuire à sa tante pour de l'argent. Quelle morale restait-il? La gendarmerie présenta comme preuve supplémentaire les reconnaissances de dette et le carnet de compte que Julien avait trouvé dans l'armoire de Sophie. Tout prouvait qu'il ne s'agissait pas d'un crime impulsif, mais d'une longue complicité. Le procureur requit une peine de 12 à 15 ans de prison pour Pascal, considéré comme l'instigateur, pour coups et blessures aggravées, et de 10 à 12 ans pour Sophie, sa complice directe. Dans la salle, les murmures reprirent. Certains plaignaient Martine, d'autres s'indignaient de la cruauté de Sophie et Pascal. Vint le tour du témoignage de la victime. Julien se leva. Les épaules tremblantes, il regarda le box des accusés, sa mère affaiblie, son père anéanti, et Sophie, celle qui fut autrefois sa femme. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici aujourd'hui. La personne assise en face de moi était autrefois ma femme, une personne en qui j'avais une confiance absolue. Mais c'est elle qui a tenté de nuire à ma mère, une femme de 62 ans, paralysée et incapable de se défendre. Je ne peux pas pardonner, mais je ne cherche pas non plus la vengeance. Je souhaite simplement que la justice fasse son travail équitablement, pour que ma mère puisse trouver la paix. » Le tribunal était silencieux. Ses paroles étaient comme une lame fendant l'air. Quelques personnes essuyèrent leurs larmes. Sophie gardait la tête baissée, les épaules secouées, mais personne ne pouvait dire si c'était des larmes de regret ou de peur du châtiment. Finalement, le tribunal condamna Pascal à 13 ans de prison et Sophie à 11 ans. Le verdict tomba comme un glas, mettant fin à un drame. Martine, en larmes, se prit le visage entre les mains et sanglota. Jean-Pierre baissa la tête, ses épaules secouées, et Julien resta là, debout, immobile. Son cœur était plus léger, mais en même temps, déchiré. Il savait que justice avait été faite, mais il pressentait que les blessures de l'âme ne guériraient jamais. Le procès est terminé. Julien aida sa mère à sortir du tribunal. Soudain, il se mit à pleuvoir. Les gouttes froides mouillèrent son col. Il leva les yeux vers le ciel gris et sentit un vide l'envahir. Sophie était punie, mais sa famille avait perdu la confiance, la paix et une partie de son avenir. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Julien s'assit sur la terrasse et écouta la pluie. Son père était assis en silence dans l'obscurité, et sa mère, dans sa chambre, respirait avec peine. La maison autrefois chaleureuse n'était plus que sanglots, larmes et un vide que rien ne pourrait combler. Julien savait que le chemin à parcourir serait encore long et difficile. Il devrait soutenir son père, s'occuper de sa mère, et faire face à des blessures qui ne guériraient pas facilement. Mais au moins, la vérité avait éclaté au grand jour. Une faible lueur de conviction naquit en lui. Aussi douloureux que ce soit, tant que sa mère serait à ses côtés, il continuerait d'avancer. Et il se jura de ne pas laisser les ténèbres de la haine l'engloutir à jamais. Après le procès, la maison autrefois remplie de rires sombra dans un silence pesant. Plus de dîners copieux, plus de rires faussement doux de Sophie, plus de regards envieux des voisins sur une famille harmonieuse. À la place, il n'y avait qu'un vide lourd, la toux sèche de Martine, les soupirs sans fin de Jean-Pierre, et les yeux cernés de Julien après des nuits blanches. Le verdict fit grand bruit dans tout le village. Il y avait ceux qui compatissaient, ceux qui chuchotaient. Ils regardaient Julien avec un mélange de pitié et de curiosité, comme pour voir comment cet homme dont la famille était brisée allait s'en sortir. Julien entendait tout, mais choisit le silence. Il savait que le plus important maintenant n'était pas les paroles du monde, mais la santé de sa mère. L'état de Martine s'était aggravé après le choc du tribunal. Le médecin dit que son corps, affaibli par les produits toxiques ingérés pendant longtemps, avait les reins et le foie gravement endommagés, et qu'une guérison serait difficile. Chaque fois qu'elle avait du mal à respirer, Julien devait appeler une ambulance en pleine nuit. En voyant sa mère affaiblie, son ventre gonflé, ses yeux voilés, Julien avait la gorge nouée. Il se blâmait, il se haïssait.
Si seulement il s'était méfié plus tôt, s'il avait mieux protégé sa mère, peut-être que tout aurait été différent. Une nuit, Martine appela Julien près d'elle. Sa voix tremblait. « Julien, je sens que mes jours sont comptés. Mais je veux juste que tu vives bien et en bonne santé. Ne vis pas rongé par la rancune. Sophie, cette fille, a mal agi, mais le cœur humain est faible et facile à manipuler. Si tu peux pardonner, pardonne. Sinon, laisse la justice faire son travail et n'en garde pas de rancœur. » Julien serra fort la main de sa mère et pleura. « Maman, ne dites pas ça. Je vais m'occuper de vous. Quoi qu'il arrive, vous devez rester avec moi. » Mais dans son cœur, la flamme de la haine brûlait toujours. Il pouvait pardonner le destin, mais pas ceux qui avaient fait de sa mère une victime. Jean-Pierre s'affaiblissait de jour en jour. Il parlait moins, et l'ombre de la honte se creusait sur son visage. Cet homme qui avait toujours valorisé l'honneur était maintenant complètement brisé. Plusieurs nuits, Julien entendit son père sangloter doucement dans sa chambre et sentit son cœur se briser. Un jour, Julien emmena de nouveau sa mère à l'hôpital. Le médecin fut catégorique. « Nous ferons de notre mieux pour la soigner, mais il est difficile d'espérer une amélioration. La seule solution est de ponctionner régulièrement l'acide et de la maintenir sous médicaments. Il serait bon que la famille se prépare psychologiquement. » En entendant cela, Julien se figea sur place. Martine prit la main de son fils et sourit faiblement. « Tu vois, ta mère n'est plus qu'un fardeau. Si quelque chose m'arrive, laisse-moi partir en paix. » Julien éclata en sanglots et serra sa mère dans ses bras. « Non, personne ne peut vous faire du mal, et je ne vous autoriserai pas à me quitter. Vous devez vivre, maman. » Les jours suivants, Julien abandonna presque tout son travail pour s'occuper de sa mère à la maison. Il apprit à cuisiner des aliments mous et faciles à digérer, à changer ses bandages, à la masser et à lui donner la bouillie cuillère par cuillère. Chaque nuit, il veillait à son chevet, se réveillant au moindre gémissement. C'était épuisant, mais il tenait bon. Une fois, le docteur Bernard vint lui rendre visite et fut attristé de voir Julien si amaigri. « Tu te surmènes. Mais maintenant, tu es le seul soutien de ta mère. » Julien, les yeux cernés, sourit faiblement. « Maman est tout pour moi. La fatigue ne me fait pas peur. J'ai juste peur qu'elle me quitte. » Pendant ce temps, Sophie, depuis la prison, continuait de faire appel. Elle prétendait avoir été menacée et que toute la faute incombait à Pascal. En apprenant la nouvelle, Julien trembla de rage, mais ne fut pas surpris. Il était normal qu'une personne ayant fait cela à sa belle-mère tente de fuir ses responsabilités. Un soir, Julien reçut une lettre de Sophie. À l'intérieur, une écriture floue, écrite à la hâte. « Julien, je sais que tu me détestes, mais souviens-toi que j'ai été ta femme et que les moments passés avec toi n'étaient pas tous des mensonges. J'ai eu tort, mais je ne suis pas sans souffrance. Si un jour je sors, donne-moi une chance de voir maman une dernière fois. » Julien lut la lettre et la déchira en 1000 morceaux. Il ne voulait pas croire à ses larmes tardives. Pour lui, tous les regrets arrivaient trop tard. Cette nuit-là, assis sur la terrasse, Julien se souvint des moments heureux passés. Le sourire de Sophie, les repas en famille, les jours où sa mère était en bonne santé. Tout cela semblait si lointain, comme un rêve luxueux. Il réalisa qu'au milieu de cette tragédie, sa famille avait perdu pour toujours les choses les plus simples. Mais même dans cette obscurité, Julien avait une raison de vivre. Sa mère. Il savait qu'il ne devait pas s'effondrer. Il devait être fort pour sa mère, pour son père et pour lui-même. Julien se jura intérieurement. Quelle que soit la tempête à venir, il continuerait à marcher. Tant que sa mère serait à ses côtés, il y aurait encore de l'espoir. Et il croyait que, même si cette blessure ne guérissait jamais, sa famille retrouverait un jour un peu de paix. Après le verdict, la santé de Martine se dégrada rapidement. Son ventre tendu et gonflé devenait de plus en plus proéminent, sa peau prenait une teinte bleuâtre, ses yeux se creusaient profondément. Chaque fois que sa respiration devenait difficile, elle se tordait de douleur, haletante, ses mains décharnées s'agrippant à celles de son fils comme à une bouée de sauvetage. Assis à ses côtés, le cœur déchiré, Julien ne pouvait qu'éponger sa sueur et la réconforter, impuissant. Un soir, sa détresse respiratoire s'aggrava. Julien appela en urgence une voiture et emmena sa mère à l'hôpital du village.
Après examen, le médecin secoua la tête et dit d'une voix sombre: « La patiente souffre d'une grave insuffisance hépatique et rénale, avec une acide importante. Tout ce que nous pouvons faire, c'est ponctionner temporairement le liquide pour prolonger sa vie. Si vous voulez un traitement de fond, il faudra l'emmener dans un grand hôpital en ville, un CHU. » En entendant cela, Julien se figea. S'il emmenait sa mère si loin, pourrait-elle le supporter? Mais se contenter de ponctionner l'acide et rentrer ne ferait que gagner quelques jours. Il regarda sa mère, alitée, qui le fixait de ses yeux voilés. Ses lèvres tremblèrent. « Julien, rentrons à la maison. Je ne veux plus te causer de soucis. » La gorge nouée, Julien serra fort la main de sa mère. « Non, maman, vous devez vivre. Je ne vous laisserai pas partir. » Martine secoua faiblement la tête, une larme coulant sur sa tempe. « Vivre dans une telle souffrance. Ta mère a trop peur. Je veux juste être en paix. » Julien eut l'impression de sombrer dans un abîme. D'un côté, le souhait de sa mère de partir en paix. De l'autre, l'amour filial qui l'empêchait de la laisser partir. Au carrefour de la vie et de la mort, son cœur était en miettes. Assis à côté, Jean-Pierre, les yeux rougis, dit d'une voix rauque: « Mon fils, je sais combien tu aimes ta mère. Mais parfois, aimer, ce n'est pas seulement retenir. Aimer, c'est aussi laisser partir la personne qu'on aime en paix. » Julien hurla comme une bête blessée. « Je ne peux pas laisser partir ma mère. » Tout l'hôpital devint silencieux. Les autres patients les regardaient avec pitié. Le médecin conseilla à la famille de ramener Martine à la maison pour des soins palliatifs. Le cœur brisé, Julien porta sa mère et rentra chez lui. Cette nuit-là, il veilla à son chevet, sans la quitter des yeux. Chaque respiration de sa mère était comme une aiguille qui lui transperçait le cœur. Un jour, à l'aube, Martine prit la main de son fils et dit d'une voix faible, comme un dernier souffle: « Julien, ta mère n'a pas peur de mourir. J'ai juste peur que tu vives toute ta vie dans la rancune, sans jamais trouver la paix. Quand je partirai, promets-moi de vivre une vie de bonté, de ne pas te laisser écraser par la haine. » Julien éclata en sanglots et serra sa mère dans ses bras. « Ne dites pas ça, je vous le promets. Mais vous devez rester à mes côtés. » Les larmes des deux se mêlèrent, lourdes comme du plomb. Son état empira de jour en jour. L'acide l'empêchait de manger quoi que ce soit, et elle ne tenait que grâce aux perfusions. Julien s'amaigrissait. Ses yeux étaient creusés, ses cheveux en désordre. Il tournait comme une toupie toute la journée, préparant les médicaments, changeant les linges, l'amassant. Jean-Pierre, lui aussi, s'affaiblissait, et voyant sa femme souffrir, il essuyait parfois des larmes en cachette. Une nuit, Julien s'assoupit au chevet du lit. Dans son rêve, il entendit la voix faible de sa mère l'appeler: « Julien, où es-tu » Il se réveilla en sursaut et vit sa mère, les yeux grands ouverts de peur, lui serrant fort la main. Tremblant, il la prit dans ses bras. « Je suis là, maman. Je suis là. N'ayez pas peur. » Martine le regarda longuement, puis, dans un souffle rauque, dit d'une voix tremblante: « Mon fils, même si je ne suis plus là, tu devras vivre pour moi aussi. » Julien sanglota et la serra fort dans ses bras. À cet instant, il pressentit que le temps était compté. La nouvelle de l'appel de Sophie continuait de circuler. Certains disaient qu'elle essayait de tout mettre sur le dos de Pascal, d'autres qu'elle feignait d'être malade en prison pour obtenir une réduction de peine. Chaque fois qu'il entendait ces rumeurs, Julien sentait son cœur se glacer. Sa mère luttait pour sa vie à chaque instant, et cette femme se débattait encore pour se sauver. Un après-midi, le docteur Bernard passa. Il fut attristé de voir Julien si abattu. « Ne te blâme plus. Les questions juridiques, ils s'en occuperont. Toi, concentre-toi uniquement sur ta mère. » Julien lui prit la main et dit, la gorge nouée: « Mais j'ai peur de me réveiller un jour et de ne plus la trouver. Je ne le supporterai pas. » Le docteur Bernard soupira et lui entoura les épaules. « Mon fils, parfois, il faut accepter la réalité. L'important, c'est que tu as fait de ton mieux. » Cette nuit-là, Julien s'assit au chevet du lit et regarda sa mère endormie. Son visage était pâle, mais toujours doux. Il murmura: « Maman, je serai à vos côtés jusqu'au dernier instant, quoi qu'il arrive. » Dehors, le vent sifflait dans les bambous et la lune voilée jetait une lumière froide sur la maison déjà chancelante. Le conflit intérieur de Julien ne s'apaisait pas.
Il savait que le temps était compté, et qu'il devait se préparer au moment le plus cruel que tout enfant craint d'affronter, la séparation d'avec sa mère. À la fin de ce mois, un vent glacial soufflait, jetant une brume argentée sur la terrasse de la maison. La maison autrefois animée n'était plus que le souffle difficile de Martine et les pas chancelants de Julien, allant et venant chaque nuit au chevet de sa mère. L'air était si lourd que quiconque entrait pouvait immédiatement ressentir une tristesse indicible. Le corps de Martine s'affaiblissait de jour en jour. Son ventre tendu et gonflé était dur, sa peau fine bleuâtre, et ses mains décharnées tremblaient, n'ayant plus la force de s'agripper. Le médecin avait dit à Julien qu'elle était entrée dans la phase terminale. Toutes les mesures actuelles ne faisaient que gagner du temps. Julien sentit son cœur se fendre en entendant ces mots. Il demanda avec peine : « Si on la transfère dans un grand hôpital, n'y a-t-il aucun espoir, docteur ?» Le vieux médecin le regarda avec pitié et secoua la tête. « Dans son état, le transport serait trop risqué. Il vaut mieux vous préparer psychologiquement. » Julien se figea sur place, se préparer psychologiquement. Comment pouvait-on se préparer à voir sa mère partir? Cette nuit-là, Julien veilla au chevet du lit, les yeux grands ouverts. Martine alternait entre sommeil et éveil, respirant avec difficulté. Dans un moment de lucidité, elle appela faiblement son fils. « Julien, viens ici !» Julien se précipita pour prendre la main de sa mère, posa sa joue contre cette main décharnée et pleura. « Je suis là, maman, à vos côtés. » Martine le regarda. Dans ses yeux voilés, une dernière lueur brillait. « Mon fils, ta mère est si fatiguée. Si je pars, ne me retiens pas trop. Je veux juste partir en paix, dans tes bras. » Julien sanglota et secoua la tête frénétiquement. « Non, je ne peux pas vous laisser partir. Je vais m'occuper de vous jusqu'à ce que vous guérissiez. » Martine sourit faiblement et une larme coula. « Julien, je sais combien tu m'aimes. Mais tu dois apprendre à lâcher prise. Aimer, ce n'est pas toujours s'accrocher. C'est aussi laisser partir la personne qu'on aime pour qu'elle soit en paix. » Ces mots furent comme un poignard qui se planta profondément dans le cœur de Julien. Il serra sa mère dans ses bras et sanglota. Le lendemain, le médecin vint ponctionner l'acide. Lorsque l'aiguille traversa la peau fine, Martine gémit de douleur et serra fort la main de son fils. En voyant cela, Julien sentit son cœur exploser. Il se sentit si impuissant, si inutile de ne pas pouvoir protéger sa mère de cette souffrance. Cette nuit-là, Jean-Pierre était assis en silence dans un coin. Ses yeux étaient rouges. D'une voix tremblante, il dit à son fils : « Julien, il faut penser à ce que veut ta mère. Elle ne voudrait pas prolonger sa vie dans une telle souffrance. » Julien hurla comme une bête blessée. « Je ne peux pas laisser partir ma mère. » Jean-Pierre éclata en sanglots lui aussi. Les deux hommes, père et fils, se prirent dans les bras, leurs sanglots résonnant dans la maison chancelante. Les jours suivants, Martine s'affaiblit visiblement. À chaque respiration, sa poitrine se soulevait, son visage se tordait de douleur. Julien ne la quittait pratiquement pas d'une semelle, épongeant sa sueur, lui donnant de l'eau gorgée par gorgée. Certaines nuits, il s'endormait affalé sur le bord du lit, tenant la main de sa mère jusqu'à l'aube. Une nuit de tempête, Martine reprit conscience et, d'un souffle qui semblait se briser, appela son fils. « Julien, mon fils, promets-moi quelque chose. » Julien, tremblant, répondit : « Je vous promets tout ce que vous voudrez, maman. » Martine le regarda, et une larme tomba sur le drap. « Vise une vie de bonté. Ne laisse pas la haine te consumer. C'est ce qui me fait le plus peur. Que tu sois englouti par ces ténèbres après mon départ. » Julien sanglota. « Je les déteste, mais je vous le promets, maman. Je ne deviendrai pas quelqu'un de mauvais. Je vivrai seulement pour vous. » Martine hocha faiblement la tête et esquissa un sourire impuissant de ses lèvres tremblantes. Cette nuit-là, dehors, une pluie torrentielle s'abattait. Dans la maison sombre, seule une faible lueur jaune éclairait le visage pâle de Martine et les yeux injectés de sang de Julien. Il savait qu'il était face au moment qu'il n'avait jamais voulu affronter de sa vie. Vers minuit, Martine se mit à respirer avec une grande difficulté, se tordant de tout son corps. Julien appela en urgence le médecin, mais à son arrivée, celui-ci ne put que secouer la tête. « Je peux soulager sa douleur, mais rien de plus. » Julien tomba à genoux sur le sol, pleurant et suppliant : « S'il vous plaît, sauvez ma mère. »
S'il vous plaît. Le médecin posa une main sur son épaule et dit à voix basse, « Restez auprès d'elle. C'est le mieux que vous puissiez faire maintenant. » Julien se précipita pour serrer sa mère dans ses bras. Ses sanglots étranglés résonnèrent dans toute la maison. Martine, tremblante, leva une main faible pour caresser la joue de son fils et murmura faiblement, « Julien, je t'aime. » Après ces mots, elle ferma les yeux, et son souffle s'apaisa peu à peu. Julien la secoua en hurlant, « Maman, ne m'abandonnez pas, s'il vous plaît. » Jean-Pierre s'effondra sur le sol lui aussi, se prenant le visage entre les mains et sanglotant. Toute la maison fut remplie de cris déchirants. À cet instant, Julien ressentit une impuissance extrême. Il s'était battu, avait lutté, mais le destin cruel lui avait arraché la personne la plus précieuse. Cette douleur était insurmontable. Dehors, la pluie tombait toujours à torrents, accompagnant les pleurs amers de la petite maison. Et dans le cœur de Julien, une profonde blessure, qui ne guérirait jamais, venait de se graver. La nouvelle du décès de Martine se répandit dans tout le village en une matinée. Le village entier était en deuil. Tous regrettaient la fin tragique de cette femme qui avait autrefois élevé son mari et son fils avec acharnement. La maison de Julien fut remplie de la couleur noire du deuil et des pas des visiteurs venus présenter leurs condoléances. Des lamentations déchirantes emplissaient la petite ruelle. D'une main tremblante, Julien tenait le portrait de sa mère. Dans le cadre, le visage de sa mère était doux, son regard bienveillant semblait toujours le fixer. En regardant le portrait, Julien versa des larmes comme une rivière et caressa le cadre d'une main tremblante. « Maman, ce fils indigne n'est qu'un pécheur face à la souffrance que vous avez endurée. » Jean-Pierre s'effondra sur une chaise, les épaules secouées, les yeux injectés de sang fixant le vide. Cet homme qui avait été le pilier de sa famille toute sa vie semblait maintenant brisé. Il ne cessait de murmurer « Tu es parti, à quoi bon vivre maintenant ?» Les gens du village défilèrent pour présenter leurs condoléances. Certains étaient sincèrement attristés, d'autres claquaient la langue et chuchotaient « C'est vraiment la fatalité. » La belle-fille était cruelle et le fils impuissant. La mort de Martine était comme un avertissement. Julien entendait tout. Son cœur se serrait, mais il n'avait pas la force de s'en soucier. Il devait organiser les funérailles, accueillir les invités, et se tenir comme un pilier pour protéger sa famille au milieu de cette tempête. Cet après-midi-là, lorsque le cercueil fut mis en bière, Julien s'agenouilla devant le portrait et se prosterna jusqu'à s'en faire saigner le front. Ses pleurs résonnaient, brisant le cœur de ceux qui l'entendaient. « Maman, je vous ai promis de vivre une vie de bonté. Reposez en paix, s'il vous plaît. » La musique funèbre, plaintive, fendait l'air. Devant la cour, une longue rangée de chrysanthèmes blancs, leur parfum piquant les yeux. Malgré le chaos, les rumeurs continuaient de circuler. Quelques voisines, rassemblées, disaient « Pauvre Madame Dubois, victime de sa belle-fille. » Mais pourquoi Julien ne s'en est-il pas rendu compte plus tôt? C'est ce qui arrive quand les hommes sont aveuglés par leurs femmes. En entendant cela, Julien sentit son cœur se briser. Il savait qu'elle n'avait pas tort, mais leurs paroles étaient comme du sel sur une plaie saignante. La nuit de la veillée, une pluie fine tombait, un vent froid soufflait sinistrement. Julien, vêtu du deuil blanc, tenant la tablette funéraire, marchait en silence en tête du cortège. Les pleurs, le son des cloches, le bruit du vent se mêlaient, rendant le cortège encore plus lugubre. Arrivé au cimetière, au moment de l'inhumation, Julien s'agenouilla près du cercueil et hurla jusqu'à en perdre la voix. « Maman, je n'ai même pas pu vous rendre un seul hommage digne de ce nom. Comment pouvez-vous m'abandonner ainsi ?» Jean-Pierre s'effondra lui aussi en sanglotant, et les gens du village ne purent retenir leurs larmes. Ils avaient vu de leurs propres yeux comment une famille autrefois paisible avait été brisée par la cupidité et la méchanceté. Après les funérailles, la maison était d'un silence sinistre. Plus de toux faibles, plus d'odeur de médicaments, plus de silhouettes de femmes douces sur le vieux lit. Julien parcourait chaque recoin de la maison, ressentant une douleur déchirante. Il voyait le pull que sa mère lui avait tricoté, le foulard qu'elle mettait sur sa tête les jours de vent. Tout était là, mais la propriétaire avait disparu. Un soir, en rangeant l'autel, Julien vit Jean-Pierre assis, hébété, les yeux injectés de sang. « Julien, je regrette tellement. Si seulement j'avais été un peu plus attentif, ta mère n'aurait pas autant souffert. »
Julien entoura les épaules de son père et dit, la gorge nouée. Personne ne pouvait le prévoir, papa. C'est leur faute, pas la vôtre. Jean-Pierre secoua la tête. Ses épaules frêles tremblaient. Depuis la mort de sa femme, il semblait avoir vieilli de 10 ans. Son dos était voûté, son regard vide. Julien réalisa qu'il était maintenant le seul soutien de son père. Au milieu de ces jours silencieux, Julien rêva plusieurs fois de sa mère. Dans ses rêves, elle souriait toujours doucement, lui recommandant de vivre une vie de bonté et de ne pas être aveuglé par la haine. Il se réveillait en larmes, le cœur endolori, mais sentait en même temps une petite force naître en lui. Un jour, le docteur Bernard vint lui rendre visite et posa une main sur son épaule. Tout finit par passer. Mais ta vie est encore longue, ne reste pas éternellement prisonnier du passé. Fais de la mort de ta mère une force pour vivre une vie meilleure. Julien le regarda et dit, la gorge nouée, je vais essayer, mais je ne sais pas quand cette blessure guérira. Le docteur Bernard soupira et lui tapota l'épaule. Certaines blessures ne guérissent jamais, mais elles nous rappellent que nous devons vivre une vie meilleure. C'est aussi une façon d'honorer ceux qui sont partis. Cette nuit-là, Julien s'assit près de l'autel de sa mère et alluma de l'encens. La fumée montait. Il murmura, « Maman, je vivrai une vie de bonté comme vous me l'avez demandé. Mais je ne tolérerai pas le mal, pour que plus jamais une telle tragédie n'arrive à notre famille. » Dehors, le vent sifflait dans les bambous, le bruissement des feuilles semblant être la recommandation de sa mère. Julien resta longtemps assis, laissant ses larmes couler, mais une nouvelle force naissait peu à peu en lui. C'était la force d'un fils qui avait traversé une perte extrême et appris à se tenir debout au milieu de la tempête. Après les funérailles de Martine, la maison, désertée par les rires, devint d'un silence encore plus sinistre. Plus de tout faible, plus de silhouettes de vieilles mères assises sur la terrasse, seulement l'autel où brûlait l'encens et des souvenirs douloureux. Chaque fois que Julien touchait un objet que sa mère avait utilisé, il ressentait une douleur aiguë, comme une coupure de lame de rasoir. Les premiers jours, Julien faillit s'effondrer. Il ne mangeait ni ne dormait, ses yeux étaient creusés, ses cheveux en désordre. Chaque nuit, il s'asseyait devant le portrait de sa mère et pleurait en regardant son sourire doux. Il se blâmait, se traitant de fils indigne d'avoir laissé sa mère mourir dans la souffrance à cause de la méchanceté de ses plus proches. Jean-Pierre, lui aussi, s'affaiblissait. Ses cheveux blancs étaient plus nombreux, son dos plus voûté. Cet homme autrefois fort était maintenant aussi fragile qu'un enfant. Il s'asseyait souvent seul sur la terrasse, regardant au loin et disant d'un ton sombre, « Maintenant que tu es parti, je n'ai plus goût à rien. » Julien savait que s'il s'effondrait, son père n'aurait plus personne sur qui s'appuyer. Alors, même le cœur en miettes, il dut se forcer à se relever, portant sur ses épaules toutes les responsabilités et la confiance perdue. Lorsque Sophie et Pascal furent condamnés, des articles de journaux parurent, les gens du village chuchotèrent. Certains étaient indignés, d'autres compatissants, d'autres encore indifférents, comme si c'était l'affaire des autres. Mais pour Julien, ce verdict n'était pas une simple punition. C'était un avertissement brutal sur la façon dont la cupidité, la haine et l'égoïsme pouvaient détruire les liens du sang et transformer un foyer en enfer. Sophie fut condamnée à 11 ans de prison. Le jour où il apprit la nouvelle, Julien resta longtemps assis en silence. Il la détestait. Mais au fond de son cœur, il ressentait encore de la pitié. Cette femme qui avait été sa femme, la belle-fille de sa mère, avait maintenant tout perdu. Sa liberté, son honneur et son avenir. Pascal fut condamné à 13 ans de prison. Un lourd tribut à payer pour sa cupidité aveugle. Ils allaient maintenant passer de longues années derrière les barreaux, à méditer sur leurs crimes. Mais la plus grande perte n'était pas leur condamnation, mais la mort de Martine. Elle resterait une blessure qui ne guérirait jamais dans le cœur de Julien et de son père. Elle n'avait pas seulement emporté une mère, une épouse, mais aussi le pilier moral et la lumière chaleureuse de toute une famille. Un après-midi, Julien s'assit en face de son ami, le docteur Bernard, qui avait traversé toute cette tragédie avec lui. Le docteur Bernard soupira, lui versa un thé chaud et dit « Tout finit par passer. Julien, ce qui est important dans la vie, ce n'est pas de tout garder, mais de garder sa conscience. Tu as fait de ton mieux pour protéger ta mère, et tu as finalement révélé la vérité au monde. C'est ce que ta mère aurait le plus souhaité. » Julien, les yeux injectés de sang, resta silencieux.
Il savait que son ami avait raison. Sa mère était morte dans la souffrance, mais au moins, elle n'était pas morte injustement. La vérité avait été révélée, le mal puni, et sa famille, bien que brisée, n'était pas ensevelie dans les ténèbres du mensonge. Après ce jour, Julien changea complètement. Il vécut plus lentement, plus profondément. Il réduisit son travail au commerce, passa plus de temps à la maison pour s'occuper de son père et de l'autel de sa mère. Il se rendait souvent sur la tombe de sa mère, allumait de l'encens et lui racontait sa journée, comme si elle l'écoutait à ses côtés. Grâce aux soins patients de son fils, Jean-Pierre reprit peu à peu des forces. Il se mit à cultiver des légumes dans le potager, à élever des poules, retrouvant un peu de joie dans le travail. La blessure de son cœur était toujours profonde, mais il apprit peu à peu à accepter la réalité. La vie est pleine d'injustices, la perte est inévitable, mais l'important, c'est d'avoir un fils sur qui compter. Une fois, Julien se rendit sur la tombe de sa mère avec un bouquet de chrysanthèmes blancs. Il s'agenouilla et pria longuement. « Maman, comme vous me l'avez demandé, je n'ai pas laissé la haine me consumer. Je vivrai une vie de bonté, je m'occuperai de papa et je protégerai cette famille. Je crois que, de là-haut, vous souriez. » Le vent siffla dans les bambous, le bruissement des feuilles semblant être la réponse de sa mère. Au milieu de ses larmes, Julien sourit, sentant son cœur s'alléger. L'histoire semblait se terminer par une tragédie, mais pour Julien, c'était le début d'une nouvelle vie. Une vie où il devait apprendre à se relever de la perte, à assumer ses responsabilités et à vivre de manière humaine pour que l'âme de sa mère soit en paix. À travers cette tragédie, Julien avait appris une grande leçon, que le patrimoine, l'argent, l'honneur, tout peut disparaître, mais que l'amour familial est inestimable et qu'une fois perdu, on ne peut jamais le retrouver. Que lorsque l'homme est aveuglé par la cupidité, il se transforme en démon, mais que s'il préserve son humanité, il peut trouver la paix même dans la souffrance. Et surtout, Julien avait compris que vivre une vie de bonté était le plus grand des hommages filiaux. Il choisit de pardonner le passé, non pas parce que Sophie le méritait, mais parce que sa mère l'aurait voulu. Pardonner ne signifiait pas oublier. C'était garder une place lumineuse dans son cœur pour les gens qu'il aimait, pour ne pas être englouti par les ténèbres. Dans la maison qui avait connu tant de tragédies, des rires commencèrent peu à peu à résonner de nouveau. Ce n'étaient pas des rires pleins, mais des rires de résilience, de volonté de continuer. Julien s'occupait du potager avec son père, prenait soin de l'autel de sa mère, et ils s'encourageaient mutuellement à vivre une bonne vie. La perte était irremplaçable, mais ils savaient l'un l'autre, et le dernier vœu de Martine restait comme un phare pour éclairer leur chemin. Julien s'assit sur la terrasse et regarda le crépuscule rougeoyant. Un vent frais soufflait. Il leva les yeux vers le ciel et, au milieu de ses larmes, sourit faiblement. « Maman, je vivrai comme vous le souhaitiez. Reposez en paix, maman. » Chers spectateurs, notre histoire s'achève ici. Elle nous rappelle une fois de plus que dans une famille, les liens affectifs sont plus précieux que n'importe quel bien matériel. La cupidité, l'égoïsme et la haine ne font qu'anesthésier la conscience humaine et n'apportent que de la souffrance à soi-même et à ceux qu'on aime le plus. Dans cette courte vie, le plus important reste de vivre avec bonté, de faire son devoir filial et de chérir les uns les autres lorsque nous sommes ensemble. Nous espérons que chacun de vous aura tiré sa propre leçon de cette histoire. Prenez le temps de prêter plus d'attention à vos parents, de vous en occuper, de les aimer, pour ne jamais avoir de regrets en regardant en arrière. Si l'histoire d'aujourd'hui vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer et à commenter. Votre soutien est une grande force qui nous pousse à continuer à vous raconter des histoires humaines et proches de la vie.